production. On fabrique à peu près 20 millions de produits par an et on fournit bien entendu des constructeurs sur le sol français, mais aussi dans leurs usines européennes et notamment, et vous le comprendrez plus tard, peut-être des constructeurs dans différentes zones géographiques comme Volvo, le nord de l'Europe, Jaguar Land Rover pour UK et l'est de l'Europe et même BMW. Donc voilà. Pour revenir à notre sujet, vous l'avez bien compris, la crise et la pandémie du Covid a révélé un certain nombre de fragilités dans nos modèles de supply chain. Et j'ai essayé de réfléchir pour cet événement d'aujourd'hui à ce qui avait généré nos difficultés ou ce qui avait pu nous permettre de mieux passer justement cette période. Donc, comme vous le savez, dans l'automobile, on est tous focalisés sur l'optimisation des coûts opérationnels, l'optimisation des stocks, la livraison en temps réel de nos produits. Donc, on a développé des modèles d'approvisionnement pour lesquels la plupart de nos sourcings sont centralisés sur quelques fournisseurs et bien souvent monosources. Et on n'a pas toujours forcément intégré les risques liés à la pandémie que l'on vient de vivre et à l'arrêt d'une bonne partie de l'industrie mondiale, ou on dit peut-être 30% de l'industrie mondiale. Donc, toutes les sociétés comme les nôtres qui ont été impactées par la crise pré-confinement avec cette intensité ont révélé que la maturité et les choix que l'on a fait dans notre supply chain ont impacté la manière dont on a appréhendé ceci et comment ça a impacté nos organisations industrielles finalement. Donc, ça a impacté notre capacité à fournir nos clients en mode dégradé ou en mode satisfaisant. Donc, si je reviens sur notre analyse, tout d'abord, notre supply chain ici en Europe et en France, qui est basée essentiellement sur des fournisseurs européens et asiatiques, est tout d'abord basée sur un grand principe et un certain nombre de principes lean. Mais tout d'abord, on est organisé avec une supply chain et un cerveau qui est basé sur le pull system. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la demande de nos clients qui dirige et qui est le fil conducteur de l'ensemble de nos activités aval. Donc, ce cerveau qui est aujourd'hui chez nous dans notre service logistique, ordonnancement, programmation de la supply chain est, comment on va dire, la tour de contrôle de l'ensemble de nos activités et nécessite une visibilité. Donc, elle a une visibilité amont de par la connaissance des besoins du client, de leur fréquence, de la variabilité des commandes, de la saisonnalité potentiellement. Et autant que possible, elle a cette communication régulière avec les clients, autant faire se peut qu'il nous donne la transparence de la situation. Ensuite, en interne, évidemment, on doit avoir une parfaite connaissance de nos moyens industriels, de leurs capacités, de leur flexibilité et de l'ensemble de la valeur ajoutée que l'on a à mener. Et donc, cette tour de contrôle est aussi l'ordonnanceur de ces activités. Et bien entendu, toute la partie aval, où les composants, les matériaux ont des délais d'acheminement, des minimum order quantity, et on se doit d'avoir aussi construit de base, indépendamment de la situation macroéconomique ou de la crise dont on va parler, à une couverture de risque qui a été définie et potentiellement, je dis bien potentiellement parce qu'elle n'est pas toujours, mise en place. Et ça fait partie aussi d'un travail que l'on a effectué ici, c'est la segmentation des stocks. Quels sont les stocks que l'on a pour la couverture de la variabilité de la demande client et quels sont les stocks que l'on a pour nous couvrir de la sécurité et donc des événements imprévus qui peuvent arriver devant nous. Donc, cette couverture de risque par rapport aux événements ces derniers temps a vraiment fait l'objet d'un pilotage en lien avec nos services logistiques et ordonnancement et pour lequel le management a une part très importante puisque quand on gère un Brexit, quand on gère une situation de gilet jaune avec des transports perturbés, voire même des phénomènes météorologiques et donc plus récemment la pandémie, il y a des décisions qui appartiennent au management de prendre le risque ou de se couvrir. Et c'est probablement
un des éléments, tout du moins pour nous, qui a été prépondérant dans la gestion de cette crise et donc dans le pilotage au quotidien de notre supply chain. En parallèle, j'y ajouterais tout de même, parce que c'est particulièrement valable à l'heure actuelle, c'est dans le sourcing, c'est l'analyse de la santé financière des clients, mais aussi des fournisseurs, et de la révision de cette santé financière régulièrement pour aussi adapter notre couverture dans ces situations-là. Et il est fortement recommandé, de mon point de vue, d'avoir dans son vendor rating system une évaluation de la santé financière des fournisseurs. Donc, sur cette base, évidemment, notre supply chain est vraiment basée sur la coordination de l'ensemble de ces informations-là. Et bien entendu, pour les mettre en commun, il n'y a rien de mieux, à ma connaissance, que d'avoir un ERP. Pour nous, c'est SAP. Si possible, multisite, c'est-à-dire qui vous permet de voir pour des éléments partagés, d'avoir des couvertures en multisite, c'est-à-dire que des composants qui peuvent être en stock dans un autre site en Europe peuvent vous aider aussi à passer ces coups durs, et donc de bien focaliser vos ressources à l'analyse de ces données à partir du moment où elles sont rentrées dans un système qui les agglomère. Donc, l'ensemble de ces éléments nous permet, donc, comme je disais, de jouer un rôle avec nos ressources et d'y mettre l'humain simplement dans le jugement de la criticité de la situation. Et si je prends un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, ces 6-8 derniers mois, on était dans le management du Brexit. Ensuite, on a adapté des couvertures au Nouvel An chinois. C'est régulier, c'est pas un événement majeur, mais c'est un événement qui est toujours pris en compte parce qu'on se couvre sur la durée du Nouvel An chinois, ce qui nous a fortement aidé, notamment dans l'arrivée du Covid en janvier. Et ensuite, en parallèle avec le Nouvel An chinois, on avait une couverture qui a minimisé les impacts de notre supply chain parce que ça s'est propagé en même temps que le Nouvel An chinois. Ensuite, propagé vers l'Europe du Sud, donc les impacts par rapport aux fournisseurs italiens, espagnols, et ensuite vers une lente remontée au nord. Et ensuite, un autre aspect qui n'a pas été négligeable, c'est la pandémie vers l'Inde. Et bien heureusement, l'Inde s'est confinée, mais n'a pas arrêté son industrie. Donc, on a évité un certain nombre de ruptures de ce côté-là, tout du moins pour nous. Et puis maintenant, le continent américain. Donc, la stratégie que l'on a adoptée à partir de cela, nous, ça a été vraiment de mettre en place autour de cette tour de contrôle ce qu'on a appelé une war room. Hein. C'est en fin de compte une gestion quotidienne et hebdomadaire de la situation, du partage des informations, et j'y reviendrai peut-être parce que c'est là où le dialogue et la transparence dans la supply chain devient primordial, la connaissance des besoins et des possibilités de l'ajuster, la connaissance de ce qu'il y a, ce que les fournisseurs peuvent produire, de ce qu'il y a dans les encours, ce qu'il y a en chemin, et de ce que chacun a comme couverture, nous permet donc de prendre les bonnes décisions et conjointement avec les clients et les fournisseurs. Donc ça reste pour moi les éléments de base qui nous ont permis de passer cette crise sans mettre aucun de nos clients en rupture. Donc voilà, si je devais en retenir un certain nombre de leçons, c'est tout d'abord le partage et le traitement de l'information entre les différents acteurs, les différents départements de l'entreprise, l'écosystème interne-externe, quasiment en temps réel, qui permettent de redémarrer ou pas, parce qu'on a la visibilité, les ressources disponibles, et on a une bonne traçabilité des flux, des niveaux de stock. Et de ce point de vue, la phrase que je mettrai en exergue, c'est vraiment la supply chain ne peut s'affranchir d'une grande transparence pour que les décisions soient judicieuses. Ensuite, on voit arriver un certain nombre de choses qui peuvent aider et qui dans les années à venir vont probablement prendre une place importante. C'est l'automatisation d'un certain nombre de tâches dans la supply chain.
qui vont permettre donc d'optimiser ces opérations et de repositionner l'humain dans sa plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire le jugement, la couverture du risque et la gestion du risque. Donc voilà, on voit aujourd'hui des solutions d'intelligence artificielle qui peuvent aider à établir des scénarios, aussi bien en termes de production, de transport, de stock, et évidemment de trésorerie dans ces aspects. Donc aujourd'hui, pour moi, la crise, elle a mis en évidence les limites de la supply chain actuelle, c'est sa très très forte interdépendance, donc d'où une certaine fragilité. La gestion des flux tendus, c'est-à-dire que parfois on n'a pas justement mis les couvertures nécessaires ou on ne les a pas ajustées en fonction de la situation et la compréhension macroéconomique que l'on avait des situations. Et puis, je viendrai sur un aspect qui est sûrement valable aussi pour les constructeurs, c'est parfois la négligence que l'on a des rang 2, rang 3 de nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe de nos fournisseurs de rang 1, qui sont en première ligne, mais on ne creuse parfois pas assez le risque pris au niveau des rangs 2 et rangs 3. Et c'est bien souvent de là que vient la rupture, c'est-à-dire que subrepticement, un fournisseur rang 2, rang 3 s'arrête ou bloque le système, et à ce moment-là, c'est l'effet domino. Donc ça, c'est un élément, je pense, à améliorer à l'avenir. Et puis, bien entendu, quand on achète les choses en direct et non pas via des distributeurs, et je pense par exemple à la matière plastique, plus la chaîne est courte, plus elle est facile à couvrir, et donc elle évite cette opacité des flux. Voilà, alors de mon point de vue, la crise va probablement accélérer un certain nombre de mutations qui étaient latentes dans la transformation de la supply chain. Un certain nombre d'entreprises comme les nôtres, probablement vont aussi devoir revoir leur concept, leur gestion des flux physiques, peut-être même aussi la gouvernance. Et les nouvelles technologies devront nous permettre probablement aussi de faire un certain nombre de choses dans ce domaine. Alors, pour juste terminer, si je peux me permettre, moi j'aurais juste probablement un souhait personnel autour de cela, c'est que la globalisation à outrance que l'on a, à laquelle on a participé, bien évidemment, se remette aussi en cause et que l'on puisse peut-être investiguer la possibilité de revenir à de la régionalisation des productions et des supply chains. Les ruptures d'approvisionnement que l'on a rencontrées ces derniers temps vont peut-être nous amener à regarder comment on peut relocaliser certains flux et probablement au niveau de la région, et je parle bien donc de la Grande Europe, mais peut-être un peu moins d'une manière intercontinentale. Et je pense que ça devrait nous permettre pas simplement de regarder l'impact économique quand tout va bien, mais c'est l'impact économique global. Quand on a une sécurisation de la supply chain qui n'est pas satisfaisante, on en paye le prix fort. Et elle a aussi un impact écologique, on en parle de plus en plus. Il serait pour moi aberrant de subventionner le CO2 d'une part et de ne pas le prendre en compte dans la comparaison des différentes filières et dans leur rentabilité économique. Donc voilà, la fameuse supply chain en temps réel dont on a tant parlé ces dernières années a montré ses limites dans les circonstances actuelles et dans une hyper mondialisation. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Je retiendrai 2 ou 3 éléments. C'est le pilotage de la supply chain au plus juste, la flexibilité d'un outil de production et la parfaite transparence de ce que l'on a dans la supply chain avec ses clients et ses fournisseurs, une bonne communication, un outil qui permet de se focaliser sur la vraie valeur ajoutée. Et je dois vous dire que je n'ai pas une mauvaise expérience de cette période-là, tout du moins au niveau de Manuel France. Super. Ouais, écoute, merci beaucoup Philippe. J'imagine que certains d'entre vous ont des questions. On peut prendre le temps de poser une question ou deux si vous voulez. On va faire avec les plus rapides, si vous voulez.
parce que j'en ai pas dans le chat, j'en ai pas vu passer dans le chat, donc je sais pas, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont des micros ouverts. Allez-y si vous avez une question. Oui, non. Non, c'est suffisamment clair, ou alors c'est qu'on les entend pas. Alors attends, on va couper celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en tout cas, oui, je trouve que c'était quand même vachement intéressant, notamment sur cette Si, moi j'ai partie une question. outillage. Oui, vas-y, Nicolas. J'ai une question. Vous parlez d'automatisation, donc forcément ça m'intéresse un peu plus vu que Oui. c'est notre métier. Je voulais savoir si vous en avez profité de cette période pour mettre en place des solutions de robotic process automation, par exemple, du RPA, du coup, qui permet d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée dont vous parlez. Allô, allô? Oui, tu nous entends, Philippe? Oui, mais par contre, je n'ai pas entendu la question. D'accord, ok. Ah, je voulais savoir si vous avez profité de cette période pour mettre en place des solutions de RPA, de Robotic Process Automation, pour automatiser ces fameuses tâches à faible valeur ajoutée dont vous parliez. Alors, comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de choses à faire. On a des éléments plus ou moins automatisés, mais c'est un chantier à mener pour nous. Et ça fait partie des sujets que je souhaite développer, notamment dans le cadre de projets, d'appels à projets justement pour la filière automobile qui s'ouvre maintenant. Et cela fait partie des sujets sur lesquels on aimerait bien être aidé et mis en relation pour voir ce qu'il est possible de faire. Oui. Mais c'est vrai qu'on a dû travailler dans ce domaine-là. Ok. Eh bien, pour ça, on pourra t'aider du coup, Philippe. Très bien, merci. On pourra du coup t'aider là-dessus. Très bien, bah, écoutez, à ce moment-là, je vais laisser la parole à Stéphane. Stéphane Gela, si vous entend, si vous... Oui, bonjour à Oh, le toutes et micro à est ouvert, tous. donc c'est bon. Bonjour, merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai eu quelques petites coupures de quelques secondes assez régulièrement. Donc, j'espère que ça va bien se passer techniquement. On voit quand même que les nouvelles technologies sont fortement sollicitées en ce moment, notamment tout le réseau Internet pour lequel je pense qu'on s'est tous confinés, fait du télétravail et on a tous vu les limites de nos réseaux personnels. Voilà, donc si vous m'entendez, donc bonjour à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, c'est un doux euphémisme que de dire que le Covid a été évidemment pour nous tous un choc et plus particulièrement pour la supply chain. En deux mots, hein, Rennes, PSA Rennes, c'est une usine qui produisait avant le Covid de l'ordre de 600 voitures par jour, des 5008 et des C5 Aircross, qui tournaient en 4 équipes, donc qui était vraiment à ce taux d'engagement maximum. Avec, pour imaginer un petit peu l'intensité du flux, plus de 100 camions par jour qui livraient des pièces dans l'usine, des camions de 400 fournisseurs et j'ai repris quelques chiffres, 3500 références. Donc voilà, un flux assez important avec à la fois des fournisseurs de proximité, que ce soit des suppliers in plant installés sur le site de Rennes, des fournisseurs un petit peu bretons, et des fournisseurs qui vont jusqu'en Chine, puisque une partie des pièces, certains composants nous venaient de Chine et de Wuhan notamment, ce qui étonnamment ne nous a pas posé de problème du tout. Je pourrais peut-être en dire deux mots si vous voulez bien. Bon, en tout cas, avec un tel flux, l'arrêt du 17 mars à 21h30, on se rappelle tous dans l'usine, ça a été vraiment brutal et c'était vraiment un choc. Alors évidemment, lorsqu'on arrête une usine lancée sur 4 équipes plein potentiel, il a fallu déjà stocker tout l'encours transport avec des lead times qui vont de un quart d'heure à 2 mois. Donc vous imaginez qu'il faut un petit peu de surface, il faut un petit peu s'organiser pour retrouver les pièces au démarrage. Mais je dirais, c'est là où je voudrais passer un petit peu plus de temps, la question du redémarrage est encore plus complexe et on est toujours dedans, hein. Sachant que il y a une impérieuse nécessité pour la supply chain, c'est de coordonner. Et pour coordonner, il faut du contact
Or, pendant toute la phase de confinement, le contact physique, évidemment, il a été extrêmement réduit. Et puis, beaucoup d'entreprises ont très naturellement fait appel à de l'activité partielle. Et donc, pour se parler, ça n'a pas toujours été facile. Et puis, pour coordonner la supply chain, il faut du contact et il faut aussi des hypothèses, à défaut de certitude. Et comme le disait Philippe, on se pilote tous en flux tiré. Et quand le marché donne le ton et qu'on ne sait pas où va le marché, c'est compliqué de piloter une supply chain. J'en donnerai quelques exemples. Donc clairement, on a bien conscience au niveau des constructeurs, enfin je parle au nom déjà de Rennes et de PSA, et on a bien conscience qu'une petite modification de demande client peut générer un véritable tsunami chez nos fournisseurs qui sont très très en amont. Je le dis d'autant plus facilement qu'il y a encore un an, j'étais fondeur du groupe. Je faisais des pivots en fonte, des culasses en aluminium. Et donc, j'étais aussi fournisseur du groupe PSA. Et je voyais au quotidien combien des 5% de variation dans les unités d'assemblage terminal pouvaient générer des désorganisations énormes sur les fournisseurs dont je faisais partie. Donc, et on est tous très conscients du fait que une petite modification du client peut générer des perturbations très difficiles à gérer. Et puis en ce moment, avec le contexte, les petites modifications, c'est pas tous les jours, c'est tous les quarts d'heure. Je vais vous prendre 3 exemples qui permettent, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne ce que vivent les uns et les autres, qu'un client comprenne ce que vit son fournisseur, que le fournisseur comprenne ce que vit son client. Et c'est pour ça que les séances telles qu'elles aujourd'hui sont vraiment précieuses. Donc des petites modifications, notre quotidien, je ne vais pas pleurer, mais les petites modifications, on en a tous les quarts d'heure. Par exemple, la date de démarrage. La simple idée de redémarrer l'usine de la Jeannet, donc on a redémarré le 20 mai, mais cette date, elle a bougé, elle a évolué. À partir du 11 mai, évidemment, c'était la course pour savoir qui allait redémarrer le premier. Mais rien que la définition de la date de redémarrage, c'est fonction de tas de paramètres. Bon, évidemment, les paramètres clients, savoir si au tout début, les clients se représentent en concession un petit peu. Alors, quand on est sur 4 équipes, redémarrer une équipe comme nous l'avons fait, c'est prendre un risque assez faible sur le fait qu'on mette des véhicules en stock. Néanmoins, donc, le comportement du client est vraiment fondamental. Autre point important pour définir une date de redémarrage, c'est on a eu 2 mois pour mettre en œuvre un protocole sanitaire. Dans le groupe, il est interdit de démarrer une activité, qu'elle soit commerciale ou manufacturing, tant que le secrétariat général n'a pas audité l'implémentation du protocole sanitaire, et ne serait-ce que définir la date de l'audit, par exemple, ça peut être aussi assez amusant, sachant que tous les auditeurs étaient sollicités pour aller dans tous les points de vente, dans toutes les usines, dans tous les sites de R&D en même temps. Donc voilà, il a fallu se battre pour avoir une date d'audit et imaginer ensuite un redémarrage. Autre point qui est important, et je pense qu'on le vit tous, on est une industrie qui consomme un petit peu de main-d'œuvre et la ressource humaine, je veux dire, on a que très récemment une vision précise de l'absentéisme. L'absentéisme standard, l'absentéisme lié au problème de garde d'enfants et le déconfinement des écoles et la réouverture des écoles assez disparates d'ailleurs, pose des problèmes d'absentéisme liés à la garde d'enfants. Des problèmes de santé médicale qui font que notre réseau médical, nos médecins d'usine ont écarté de la reprise certains salariés ayant des pathologies qui les mettaient à risque. Et donc, on voit bien que tous ces aspects-là, les réouvertures d'écoles, tous ces petits détails ont fait que petit à petit, on a travaillé à redéfinir, à se fixer des objectifs, mais pour définir la date du 20 mai, pour la date de redémarrage, ça a été, moi j'ai vécu 2 mois d'intense activité. Encore une fois, ça commence à 7h du matin, ça finissait à 21h, et jamais ma famille a compris pourquoi, alors que tout le monde était à l'arrêt tranquille à la maison, pourquoi je travaillais autant.
Donc voilà, je pense qu'on l'a tous vécu. Et la date de redémarrage de l'usine de la Jeannet, encore une fois, c'est un impact sur 400 fournisseurs et 400 patrons que j'ai dû stresser parce que je ne leur ai pas annoncé très très tôt cette date de redémarrage. Mais encore une fois, c'était pour vous donner une idée. À ce jour, le scénario de démarrage groupe, on en est à la version 49 depuis le 11 mai. Point important, Philippe, tu l'as dit, on est en flux tiré et il est vraiment important au moment d'une crise potentielle économique mondiale, on protège un peu le cash. Non seulement on est en flux tiré, mais on a plutôt tendance à essayer de réduire les stocks de produits finis. Et tous les jours, nos points de vente sont scrutés. Alors ça, grâce au système informatique, on a vraiment le comportement pays par pays, région par région de ce qui se fait. Et on ajuste tous les jours, presque, les calendriers de travail. Par exemple, pour la Jeannet, on vient de décider qu'à partir de la semaine prochaine, on allait avoir des samedis supplémentaires, enfin 2 samedis supplémentaires par mois, qu'on allait travailler le 14 juillet, qu'on allait rajouter une demi-heure à chaque équipe de production et qu'on allait démarrer la deuxième équipe en semaine 26. Et ça se fait encore une fois, ça se discute tous les jours, et le calendrier est très changeant. Mais pour nous, il est vraiment précieux et impensable de faire un petit peu à la mode de ce qu'on a entendu chez Volkswagen, qui a redémarré très très fort ses usines et qui a dû s'arrêter parce que le parc était plein. Donc, flux tiré, je partage complètement le fait que c'est la meilleure façon de mener nos business. Et il est hors de question, parce que là, ce serait une perturbation encore plus grande pour la supply chain. Il est hors de question de tirer trop fort pour faire du stop and go, comme on l'a vécu dans d'autres industries ou d'autres constructeurs. Un autre exemple de perturbation pour vous illustrer un peu le chaos dans lequel on est passé. Vous l'imaginez bien, lorsqu'on fonctionne en 4 équipes, on a ce qu'on appelle la LUO, la liste d'ordonnancement des véhicules, qui définit 10 jours de production. Et 10 jours de production en 4 équipes, ça devient une équipe, 40 jours de production en une équipe. Et lorsqu'on ne touche pas à ça, ça veut dire que tous les objectifs opérationnels, que ce soit des délais de livraison des véhicules hybrides rechargeables, parce que nous sommes en train de lancer C5 Aircross hybrides rechargeables, les livraisons et les dotations commerciales de C5 PHEV n'étaient plus au rendez-vous pour le lancement commercial de la rentrée. Nos clients à qui on avait donné des délais, les voitures, on met 4 fois plus de temps à les fabriquer. Donc, on ne tient plus les délais clients. Donc, je passe également sur les fenêtres de modification des définitions techniques des véhicules. Donc, si nous n'avions rien fait, on impactait directement tous nos clients en mettant des voitures sur stock ou des voitures qui arrivent trop tard par rapport aux besoins. Et donc, on désorganise un marché qui a déjà bien du mal à rebondir, à remonter. Donc, ce qu'on a fait, c'est reconstruire la LUO. Reconstruire la LUO, ça veut dire taper dans tous les systèmes d'information de la supply chain du groupe PSA, mais aussi des fournisseurs. Donc, imaginez à l'heure où effectivement tout est en just-in-time, en cadence, etc., le point, vraiment le socle du pilotage qui pour nous est la LUO, de dialogue avec nos fournisseurs, on a été obligé pour nous-mêmes et pour nos fournisseurs, de nous obliger à redéfinir la LUO à partir du redémarrage. Alors, pas tout à fait à partir du redémarrage, puisque on a redémarré et jusqu'à cet après-midi, on est encore sur l'ancienne LUO pour sécuriser le démarrage. Mais à partir de cet après-midi, on attaque une séquence de fabrication qui n'était pas la séquence de fabrication du ferme d'avant le colis. Et donc ça, c'est un travail colossal à la fois des approvisionneurs du groupe, mais surtout et aussi de nos fournisseurs qui ont dû aller dans leur SI pour aller ligne à ligne, tuer des ordres de fabrication, recréer des ordres de fabrication. Et ça, c'est vraiment un travail colossal. Donc encore une fois, vous voyez, à travers ces exemples,
Nous sommes bien conscients des perturbations créées par les constructeurs, mais vous comprenez également qu'on n'a pas le choix. Si on veut s'adapter au marché, si on veut, il faut absolument l'agilité nécessaire en interne groupe, mais également de toute la supply chain pour arriver à se piloter dans ces périodes houleuses. Alors, ça a été extrêmement compliqué, et ça l'est toujours, mais à ce jour, la supply chain a répondu. Et moi, je veux témoigner aujourd'hui du fait que je suis à la fois fier de mes 6 approvisionneurs dans l'usine qui sont au contact des fournisseurs tous les jours, parce que les systèmes d'information ne font pas tout. Et je partage complètement l'idée de Philippe, qui est de dire il faut que les SI soient des outils et que l'évaluation du risque et que la gestion du risque soit vraiment gérée par l'humain. Excusez-moi. Mais donc, je suis fier de ces approvisionneurs-là, mais aussi de tous nos fournisseurs, puisque à l'heure où on n'a pas perdu une voiture, on n'a pas créé un problème qualité, tout le monde a répondu présent et s'est adapté. Donc ça, c'est une grande qualité de nos organisations. Et puis, depuis des années, notre président, Carlos Tavares, dit que nous allons vers un monde de chaos. Et je crois que le Covid est une preuve supplémentaire qu'il a raison. Et il nous dit qu'il nous faudra de plus en plus d'agilité. Alors, au moment où je dirais que le chaos devient un peu la norme, et je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ça, ce chaos, il met la supply chain vraiment sous contrainte. Aujourd'hui, la supply chain répond. Je pense qu'on a des qualités dans nos organisations qui sont essentielles. Par contre, il faut qu'on les renforce. Et je pense qu'aujourd'hui, elle tiendra d'autant plus qu'on renforcera à la fois nos systèmes d'information. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on nourrisse les flux d'information, que ce soit sous forme informatique et toutes les nouvelles technologies qui permettent d'automatiser et de ne pas passer du temps à compter les pièces, à savoir où elles sont. On est complètement d'accord sur le fait que c'est vraiment important de s'appuyer sur ces nouvelles technologies. Enfin, pas si nouvelles que ça d'ailleurs, mais d'être toujours up-to-date sur ces questions-là. Mais également des flux d'informations humains. Je vois par exemple que nos séances d'action concertées à Rennes qui permettent d'échanger avec nos fournisseurs les plus proches, permettent d'échanger non seulement les certitudes, mais il y en a de moins en moins, mais surtout de partager des hypothèses pour pouvoir anticiper. En fait, on n'est plus dans un monde de certitude et d'équations, on est dans un monde où le nominal se pilote par l'informatique, mais où l'esprit humain doit anticiper, doit se parler pour être synchro au moment des grands rendez-vous. Donc, nourrir les flux d'information. Deuxième point, anticiper les événements. Et je partage complètement le fait que dans ma carrière, j'ai jamais été logisticien, j'ai jamais été supply chain, mais depuis quelques années, je m'aperçois tous les jours que supply chain, c'est un vrai métier et qui crée vraiment de la valeur, qui crée de la valeur, qui minimise le cash, qui sait réagir. Et voilà, je pense que c'est une compétence qui est de plus en plus précieuse pour les entreprises. Et puis en dernier point, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas en pleine crise qu'il faut se poser des questions. Et l'anticipation et la connaissance de nos risques est vraiment fondamentale. Alors bien sûr, on peut faire toutes les analyses du monde. La prochaine crise ne sera pas exactement celle qu'on a prévue. Néanmoins, l'agilité d'esprit de comprendre les mécanismes qui nous mettent en rupture, les mécanismes qui nous feraient perdre des clients, qui nous feraient faire de la non-qualité, enfin tous ces risques-là, je pense que quand on s'entraîne à les mener, on se pose des bonnes questions, qui ne seront pas les bonnes questions pour la prochaine crise, mais qui nous ont mis dans un état d'esprit d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus réactif pour affronter la prochaine crise, dont je ne connais pas la date, mais qui s'annoncera de façon inévitable. Voilà, donc pour moi, les lessons learned, c'est très clairement un vrai tsunami avec le Covid, mais je pense que ça, on l'a tous vécu. Un incroyable optimisme sur le fait que nos organisations et nos outils aujourd'hui répondent, même dans une perturbation aussi importante, et la ferme détermination sur le fait qu'effectivement, il faut songer, se mettre en situation permanente de vivre dans le chaos
Et ça nécessite beaucoup d'intelligence et d'anticipation dans la gestion des risques. Voilà, si vous avez des questions. Super, merci. Merci Stéphane. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, j'imagine que certains en ont. C'est dommage que vous n'ayez pas la date de la prochaine crise, ce qui permettrait à tout le monde d'anticiper. Non. Hop. Si, là, j'en ai quelqu'un. J'arrive pas à voir qui c'est ça. C'est bien ça, en fait. Moi, j'avais éventuellement une question, Didier Fleury. Oui. Oui. Didier, vas-y, on t'écoute. Oui, alors moi, je suis dirigeant d'une TPE en France et d'une autre TPE au Maroc où nous approvisionnons en fait des différents clients. Et je me posais la question notamment sur PSA puisque j'ai notre responsable d'agence qui est sur PSA aujourd'hui au Maroc. Et je me posais la question en fait de savoir comment vous avez appréhender en fait cette crise par rapport au fait que l'on rencontre très souvent des encadrants français sur des sites comme notamment le Maroc, mais je pourrais citer aussi la Roumanie que je connais bien aussi. Et donc, comment vous avez pu gérer cette crise avec toutes les difficultés que l'on peut avoir, mais je dirais que c'est peut-être plus global au niveau des flux de marchandises, entre autres, comment ça se présente, comment ça s'est présenté, comment ça va se présenter sur la suite. Est-ce qu'il y a des réinternalisations qui peuvent être faites dans certains pays pour éviter peut-être certains flux, je ne sais pas. Voilà. En général, peut-être c'est pas vous qui pouvez me répondre au niveau de PSA Rennes, hein, c'est possible. Ouais, je ne vais pas vous faire une réponse qui vaut pour toute la fonction achat du groupe. Oui. Néanmoins, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant au fait qu'on a beaucoup parlé du nouveau monde. On peut avoir un avis sur beaucoup de choses, sauf que je constate que les grandes valeurs, des choses vont changer sur la façon d'acheter, notamment au niveau personnel. Alors, on dit qu'on va acheter un peu plus local, ok. Quand on va commencer à voir les prix, je pense que ça va peut-être pas être possible pour tout le monde. Et je pense que aujourd'hui, les grands équilibres, il reste malgré tout le fait que une 5008, ça coûte horriblement cher. Et donc, tout fabriquer en région Bretagne me paraît pas forcément la meilleure réponse qu'on doit pouvoir apporter à nos clients. Donc, oui, le monde va évoluer vraisemblablement. À ce jour, si je prends l'exemple des pièces Maghreb ou des pièces Chine, je n'ai jamais été embêté avec un flux Chine. Pourquoi? Parce que on avait 2 mois de pièces soit à Shanghai, soit sur les bateaux, soit au Havre. Et aujourd'hui, par exemple, je suis plus embêté avec le port du Havre que par mon flux Chine. Donc, il faut être très, très vigilant à ne pas laisser croire qu'avec cette crise, tout de suite après, on allait remettre des tas d'usines proches de nos sites d'assemblage, parce que ce n'est économiquement, ça ne me paraît pas la bonne solution, parce que on a essayé des pays qui sont qu'on appelait en voie de développement, qui ont besoin de boulot, parce que ça gère quand même aussi des questions de flux migratoires. Et donc la stratégie, le nouveau monde qui s'annonce, alors il y a sûrement des choix stratégiques, mais au sens de la santé, au sens du militaire, au sens de l'avion, au sens de je ne sais pas. Il y a sûrement des choix stratégiques qui doivent être redéfinis, mais pour un bien de consommation courante comme un véhicule, je veux dire, si on ne produit pas de véhicule pendant 3 mois, je veux dire, la France ne va pas s'écrouler. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre. Alors, le groupe aura beaucoup de mal, et ses fournisseurs aussi. Mais je ne pense pas que la fabrication interne de panneaux de porte ou de faisceaux soit de nature stratégique. Et encore une fois, le Covid ne nous a pas fait la démonstration que notre modèle actuel soit un problème opérationnel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de questions pour redémarrer mon usine de la Genève. J'ai eu plus de problèmes à ce que les enfants puissent aller à l'école et pour avoir des parents sur les postes de travail que pour avoir des pièces qui nous viennent soit de Chine, soit du Maroc.
pour la question sanitaire par rapport à nos cadres qui sont étrangers, on a des salariés de Rennes qui sont par exemple prêtés en ce moment à Kenitra pour le démarrage du step 2 de l'usine de Kenitra. Bah, ils ne sont pas rentrés, ils sont restés là-bas. Et puis, ils ont fait avancer leur projet à Kenitra. Donc, bon, je pense qu'on a tous eu nos fonctions RH à la manœuvre pour essayer de gérer justement ces questions d'éloignement, de rapatriement. Lorsque PSA a rapatrié tous les salariés de Wuhan qui étaient au cœur de la pandémie, donc on a rapatrié très très vite tout le monde. Pour autant, la situation sanitaire elle est scrutée tous les jours et sur des pays comme le Maghreb, bon, effectivement, on ne prend pas l'avion, on essaie de rester sur place. Comme tout le monde, on essaye de travailler au maximum et puis on bosse. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, mais en globalité, oui. Enfin, moi, c'était pas l'idée de rapatrier sur la France. C'était de voir effectivement si cette crise, c'était aussi une question de, comme disait tout à l'heure Monsieur Romy, c'était aussi peut-être de recentrer sur au niveau des usines en elles-mêmes. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Kenitra, peut-être demain de redévelopper plus en local des choses qui effectivement transitaient donc avec beaucoup de supply chain derrière, et donc peut-être avoir plus d'entités comme en France ou ailleurs dans d'autres pays, mais avec des points d'attractivité plus renforcés autour des propres usines, quoi. En fait, c'était un peu plus ça l'idée, mais bon. Oui, sur les projets des greenfields comme Kenitra, évidemment, les capacités d'investissement, on ne peut pas faire tout l'écosystème du premier coup. Par contre, cet écosystème, il va croître, de mon point de vue, à la fois de la croissance de Kenitra, dont on double la cadence et qui va faire une très belle petite voiture qui se vend en ce moment très bien sur Internet. Mais également du fait que ces compétences qui vont se développer sur Algérie, Maroc, alors Maroc plus facilement, mais Algérie également, vont nous intéresser, nous, usines françaises, pour peu qu'on développe les bons flux maritimes entre l'Afrique du Nord et un port qui pourrait être entre Saint-Nazaire, Brest et Saint-Malo. Enfin, il y a des choses à faire. Donc ces flux-là vont aussi aider l'écosystème local de Kenitra, enfin PSA, Renault, enfin de tous les constructeurs automobiles, doivent aider à faire grandir cet écosystème, sachant que l'histoire nous a toujours enseigné que pour vendre sur une plaque, il fallait produire localement. Je peux enfoncer des portes ouvertes, mais on sait tous pourquoi. Mais je pense que c'est une très grande opportunité à la fois localement, mais aussi pour les usines françaises de rapprocher un petit peu nos flux et de réduire un risque qui, encore une fois, ne s'est pas avéré sur le flux Chine, par exemple. Merci. Ouais, très bien. Super. Merci, du coup, Stéphane, pour votre intervention. Pour ma part, j'ai appris quelques petites choses qui sont quand même assez intéressantes et une vision que je partage sur pas mal de points. Du coup, je vous propose du coup qu'on conclue cette table ronde avec l'intervention de Frédéric Lagagné, qui vient d'ouvrir sa caméra, qui va se présenter directement. Ce sera aussi simple. Alors, est-ce que je partage tout de suite le PowerPoint ou est-ce que tu veux faire un mot avant? Oui, Antoine, c'est bon, on peut afficher directement les quelques slides, mais qui vont permettre effectivement de faire une bonne synthèse sur tout ce qu'on vient d'entendre. En tout cas, merci pour cette invitation. Donc, Frédéric Lagagné, je travaille à Snesti, vous voyez le logo, société de service au service des industriels. On va parler dans cette conclusion. J'ai en charge ce qu'on appelle la performance industrielle au sein de cette entreprise. Et j'ai un passé assez important dans le monde automobile, notamment au sein d'un grand constructeur qui est autour de la table, puisque j'ai longtemps œuvré chez PSA dans différentes fonctions d'industriel, et j'ai notamment, je connais très bien Stéphane, puisque j'étais précédemment à son poste. Voilà,
Donc, beaucoup de noms autour de la table et beaucoup de sociétés autour de la table me rappellent quelques très, très bons souvenirs dans le Grand Ouest. Alors, on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que si on passe sur le slide numéro 2, le suivant, je pense que cette affaire de Covid a mis en lumière quand même beaucoup de choses intéressantes et notamment a remis finalement en lumière, remis en perspective l'importance de la supply chain et d'avoir une supply chain robuste dans le monde industriel. Et ça, c'est quelque chose, probablement, bien entendu, chacun des industriels le travaille régulièrement, mais peut-être au regard de certains décideurs, c'est une fois que les choses fonctionnent bien, c'est pas forcément des choses que l'on continue à bien gérer, à bien manager, en tous les cas, en mettre en évidence les acteurs de la supply chain au bon niveau. Et pour ça, un élément important qui est à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le risk assessment, c'est la capacité finalement à évaluer l'ensemble de sa supply chain, l'ensemble de ses fournisseurs, pour être certain qu'on puisse être prêt au regard des différentes difficultés que l'on peut rencontrer. Alors, comme l'a dit très bien Stéphane, la crise de demain, on la connaît pas, et elle sera forcément différente du celle du Covid, et donc on n'est pas forcément capable d'anticiper les crises, mais c'est bien la connaissance de l'ensemble de ce supply chain qui permet justement après de pouvoir prendre les bonnes mesures et les bonnes précautions. Alors, pour ceci, il est important de bien connaître. Et donc, sur le slide suivant, on montre qu'effectivement, la connaissance de l'ensemble des paramètres ou l'ensemble des départements des industriels ou des fournisseurs sont nécessaires d'être connus. Alors, chez SNESI, on a un outil qui s'appelle ISA, Individual Supplier Assessment, mais ça existe effectivement un peu partout. L'idée, c'est d'avoir une connaissance réelle, que ce soit du manufacturing, que ce soit de la R&D, de la supply chain. On a parlé tout à l'heure aussi de transport et de proximité, de la partie développement durable aussi, qui est intéressante là-dedans. Donc, cet outil ISA, finalement, permet de connaître et de diagnostiquer chez un fournisseur l'ensemble des paramètres nécessaires. Donc, il est encore une fois vraiment important de remettre le risk assessment dans le cœur des priorités des industriels pour pouvoir se prémunir de certains échecs tels qu'on a pu le connaître, de défaillances fournisseurs dans telle ou telle situation dans le monde industriel, automobile, mais pas que automobile. Alors, cet outil d'audit ou d'assessment, d'ailleurs, effectivement, sur le slide suivant, on voit que ça nous permet non seulement de prendre tout d'abord une première photo pour faire un diagnostic et être capable effectivement de suivre l'état actuel. Antoine, le slide suivant, s'il te plaît, d'avoir effectivement donc un bon diagnostic de la situation pour pouvoir en proposer un plan d'action. Et puis, si besoin, l'accompagnement dans la durée, parce que ce qu'il ne faut pas dans ce genre d'outil ou dans ce genre de démarche, c'est faire des photos, donner la bonne parole, et puis finalement, dès qu'on a tourné le dos, cette bonne parole, elle n'est pas forcément durable. On n'a pas mis en place de façon durable le plan d'action pour être certain que 2 ans, 3 ans après, quand cette crise revient ou quand une crise revient, qu'on ne se repose pas finalement la même question, qu'on ne se dise pas, mince, finalement, ça n'a pas été si bien traité que ça. Donc la partie accompagnement, follow-up et implémentation de manière durable est également quelque chose de très, très important à développer. Donc ce risk assessment, on l'a vu, cette connaissance des fournisseurs et cette transparence, pour reprendre le terme utilisé par Philippe, est quelque chose de très, très important et c'est au travers de ce genre d'outils qu'il est pertinent en tous les cas de pouvoir avoir ce niveau de transparence. Alors sur le slide suivant, juste pour vous dire qu'aujourd'hui SNESI est un acteur mondial qui œuvre un peu partout sur la planète, en tous les cas qui est présent sur bon nombre de continents. C'est une société qui est maintenant à presque 70 ans d'âge, énormément d'experts dans le monde automobile, mais pas que. On travaille également dans d'autres types d'industries, mais le monde automobile aujourd'hui nous permet depuis plus de 70 ans maintenant de connaître le tissu des fournisseurs à l'échelle mondiale de manière très fine, puisqu'on a accompagné
un très très grand nombre d'entre eux au cours de toutes ces années. Alors, on a parlé de relocalisation tout à l'heure ou de connaissance du flux. Sur le slide suivant, il est clair que la partie optimisation de la supply chain et de la connaissance du flux est quelque chose de nécessaire dans le monde actuel, parce qu'on ne peut pas parler de performance industrielle si on ne parle pas de l'ensemble de la supply chain. Et ça, aujourd'hui, on regarde sa connaissance du tissu fournisseur mondial. SNESI est en capacité à pouvoir proposer des backups de sourcing. Philippe Roumy évoquait tout à l'heure le fait que dans sa société, et c'est le cas dans bon nombre de sociétés, bien souvent on est dans des contextes de mono-sourcing. On travaille par habitude avec un fournisseur avec qui ça se passe bien, ok, mais on regarde de ces barrières douanières qui peuvent être imposées du jour au lendemain pour des raisons sanitaires ou demain politiques ou je ne sais quoi, il est important d'avoir des solutions de backup qui peuvent être des flux alternatifs à mettre en place. Donc pour cela, c'est trouver, identifier rapidement un fournisseur complémentaire et surtout définir le flux qui correspond, le flux qui est adapté avec ce fournisseur alternatif, au regard là aussi quand même des contextes des taxes douanières, des modes de transport pour pas non plus plomber la performance économique associée. Et là, il est très très important soit d'avoir des compétences internes et des ressources internes pour le développer, soit de se faire accompagner pour anticiper et préparer ces solutions de backup. En clair, pour résumer sur le dernier slide, il est très très important de se faire une bonne démarche de la supply chain. Antoine, éventuellement le dernier slide, s'il te plaît. Il est très important effectivement d'avoir une bonne connaissance de ces fournisseurs pour bien les aider dans ces opérations de redémarrage, être capable de construire des alternatives, être capable de les aider, pourquoi pas de les accompagner, de les coacher quand ils rencontrent des difficultés, gérer des plateformes logistiques complémentaires, puisqu'on le voit, hein, il peut y avoir plusieurs flux d'alimentation, plusieurs flux de distribution, et on le sait, on le voit dans ces opérations de stop and go, de redémarrage, bien souvent les questions de qualité au redémarrage, qualité produit, qualité process, sont des points d'écueil qu'il faut traiter. Et là, la mise en place de murs qualité, de tri, de retouche sont là aussi des opérations que SNESI est capable d'accompagner. En tous les cas, c'est des points de vigilance qu'il est très très important de faire. Voilà en tous les cas, je trouve que c'est la qualité de la présentation de Philippe Roumy et de Stéphane Géas nous ont vraiment montré l'importance pour les industriels aujourd'hui de devoir traiter ces questions-là. Et encore une fois, SNESI est un acteur international qui est capable et de pouvoir vous aider sur ce genre de solutions. Très bien. Eh bien, merci. Peut-être que quelqu'un a une question, peut-être. Je vois rien passer j'ai un écran qui est un peu diminué, du coup, voyant partageant le mien, du coup. Est-ce que l'un d'entre vous a une question sur ce sujet-là? Comment ça se met en œuvre, peut-être, Frédéric? Simple rendez-vous déjà pour commencer, pour faire un point sur la situation actuelle, l'audit en question. Et ensuite, ça se passe sous forme d'un accompagnement auprès du dirigeant, ou des équipes en place. Oui, alors SNESI est une société qui a pour ADN l'agilité. Je ne dis pas ça comme un mot en l'air qui serait quelque chose qui serait marqué en haut dans les valeurs au-dessus de mon bureau. C'est pas ça le sujet. C'est vraiment, vous l'avez vu, hein, c'est une société certes internationale, mais de taille réduite, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres grands acteurs. On a des standards et des connaissances qui nous ont permis finalement d'établir une boîte à outils performante et qu'on sait utiliser. Mais le gros avantage, c'est qu'on sait la customiser en fait et qu'on sait l'adapter par rapport au contexte de tel ou tel partenaire, telle ou telle
acteurs qui souhaitent effectivement disposer d'opérations. Donc, je vous ai présenté ou rapidement, en tous les cas, évoqué notre outil baptisé ISA. Cet outil ISA qui globalise finalement l'ensemble de fonctionnement dans l'industriel, entre sa R&D, son manufacturing, supply chain et les deux autres piliers également. Et c'est quelque chose qu'on est capable finalement de customiser, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément balayer un scope complet de la performance de tel ou tel fournisseur. Ça peut être un zoom bien précis sur une thématique seulement, une ou deux thématiques seulement, ou c'est aussi quelque chose qu'on a eu l'occasion d'adapter, de customiser par rapport à des domaines d'activité, notamment en dehors de l'automobile, dans le monde de la défense. On a une opération en cours où on a finalement customisé un petit peu cet outil ISA au regard des contraintes réglementaires du monde militaire et du monde de la défense et qui ont nécessité effectivement certaines adaptations. Donc la vraie force, c'est cette agilité finalement de l'entreprise. Et ça, pour répondre à la question Antoine, c'est qu'effectivement, ça nécessite d'abord un échange de partage des besoins, des attentes. Et après, c'est un accompagnement terrain pour pouvoir épauler, aider. Donc là aussi, peut-être l'une des touches clés dans l'opération, c'est que ce n'est pas une société, je dirais, de conseil qui finalement explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est aussi une société qui est opérateur ou opératrice et qui délivre finalement du résultat. C'est-à-dire qu'on a aussi une société finalement de hands-on, de col bleu, de gens qui opèrent derrière et qui sont capables de faire ou de délivrer eux-mêmes les promesses ou le cahier des charges qu'ils ont formulé. Donc là aussi, c'est customisé, c'est au regard de est-ce qu'on veut que du conseil ou est-ce qu'on veut derrière une réalisation des opérations dans le domaine de la supply chain pour manager par nous-mêmes, pourquoi pas l'ensemble des opérations, ou uniquement se gérer sur le volet conseil et stratégie. Donc, voilà, c'est encore une fois, c'est d'abord un contact one-to-one pour mieux comprendre le besoin des uns les autres et pour après, au travers de nos standards, de nos outils, les adapter au regard de la problématique. Très bien, super, merci beaucoup. Alors attends, je vais arrêter le le partage. Voilà. Très bien, merci du coup, merci à nos intervenants. Je retiendrai quand même surtout deux points principaux qui sont la gestion de la performance finalement industrielle, qu'elle soit des sous-traitants et internes. Ça me paraît évidemment hyper important, mais bon, je regarde ça avec un tropisme particulier aussi. Et je vous rappelle aussi qu'il y a le plan de soutien automobile qui arrive. Enfin, les derniers détails sont en train de se rédiger, donc pour savoir comment vont se manifester les différentes aides auxquelles les industriels vont pouvoir avoir accès, puisqu'on a déjà une bonne base d'infos sur les accompagnements financiers sur les achats de véhicules au niveau des particuliers, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse en premier lieu. Et je dirais aussi que sur la partie fournisseur, pour sécuriser justement vos supply chains, voilà, je vous rappelle qu'on est là aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là et vous aider à trouver des doublons dans vos fournisseurs et sur le territoire ou même ailleurs. Enfin, on a accès à une carte nationale, donc et des moyens en plus d'aller chercher et challenger les sociétés qui ne sont pas dans le réseau. Donc ouais, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois tous. Je remercie une nouvelle fois aussi nos intervenants, Stéphane, Philippe et Frédéric. Merci beaucoup. Le webinaire sera disponible en replay pour ceux que ça intéresse. On met ça sur une plateforme particulière après. Il suffit simplement de demander le lien. Voilà, je pourrais vous partager aussi la présentation de Frédéric Dusnessi, sans souci, donc n'hésitez pas à me faire la demande. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente, un bon appétit puisque c'est l'heure de déjeuner et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.